un mathématicien brillant en révolte contre le monde entier. Il était très intelligent, mais il n'était pas adapté à la société. Il s'est mis à rêver de meurtre. Responsable d'une atroce série d'attentats à la bombe qui feront 3 victimes, 4 estropiés à vie et 19 blessés. J'ai bien cru que j'allais y passer. Un atelier rudimentaire, Cette cabane, c'était une fabrique de bombes. mais des engins explosifs causant des dégâts mortels. Des allumettes, des bouts de bois, des clous. Il cherchait clairement à les tuer ou à les mutiler. Pendant près de 20 ans, la police ne parviendra ni à l'identifier ni à le capturer. Nous avions plusieurs centaines de suspects. Il a disparu pendant 6 ans. On le croyait mort. Il faisait tout pour ne jamais laisser d'empreinte. Théodore Kaczynski était unique en son genre. La traque d'Unabomber peut commencer. Un simple portrait robot. Voilà quasiment le seul indice dont les enquêteurs disposeront pendant une bonne partie de l'enquête. On peut y distinguer les traits de son visage, mais le haut de sa tête est recouvert par une capuche et ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil. Pendant plus de 17 ans, personne ne pourra l'empêcher d'agir. Au cours de cette période, on ignore non seulement son identité, mais également comment il choisit ses cibles. Avant qu'il s'attaque à elles, ses propres victimes ne se doutent de rien. Avant ma blessure, je n'avais jamais entendu parler d'Unabomber. J'ai appris son existence 2 jours après être rentré de l'hôpital. 20 février 1987. La ville de Salt Lake City connaît un hiver particulièrement doux. La police et les services médicaux d'urgence se rendent sur le site d'une explosion à proximité d'une entreprise d'informatique. Ce matin-là, son propriétaire Gary White est arrivé sur place à 10h25. Quand je me suis garé sur le parking, j'ai remarqué un bout de bois sur la droite, près de la voiture de ma secrétaire. Il y avait 2 planches de 5 cm sur 10 qui avaient l'air d'être clouées l'une à l'autre. Je me suis dit que ça devait venir d'un chantier. Il y avait des clous qui dépassaient. J'ai voulu le jeter pour éviter que quelqu'un marche dessus. Mais quand je me suis baissé pour le ramasser, il y a eu un petit déclic et j'ai instantanément senti une pression énorme. C'était presque comme si on m'écrasait la poitrine. J'ai cru entendre un avion de chasse qui passait. Sur le moment, je n'ai pas compris que c'était une bombe. J'ai vraiment pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus avec un fusil. J'ai bien cru que j'allais y passer. L'explosion sectionne des nerfs du bras gauche de Gary White et plus de 200 éclats viennent se loger dans son corps. Les enquêteurs concluent rapidement à une nouvelle attaque d'Unabomber, un véritable fantôme qui sème la terreur aux États-Unis depuis maintenant 9 ans. Le premier attentat de celui qu'on a appelé Unabomber a eu lieu en mai 78. Et il a posté sa dernière bombe dans une boîte aux lettres en avril 95. Pendant cette période, il a placé ou envoyé par la poste 16 engins explosifs. Le premier de ces engins frappe l'université Northwestern dans la banlieue nord de Chicago. Dissimulé dans un simple colis, il blesse légèrement un agent de sécurité. 1 an plus tard, le même établissement est de nouveau pris pour cible par un colis piégé. L'étudiant de 3e cycle, John J. Harris, s'en sort avec des coupures au bras et des brûlures autour des yeux. Le 15 novembre 1979, une bombe est placée dans la soute du vol 444 d'American Airlines reliant Chicago à Washington. À mi-parcours, un incendie se déclare. 12 passagers sont intoxiqués par la fumée. Les pilotes nous ont confié avoir atterri à Dallas juste avant que le feu atteigne le circuit hydraulique. Si c'était arrivé, l'avion se serait crashé. La police commence à peine à faire le lien entre tous les attentats. 7 mois plus tard, le doute n'est plus permis. Un colis suspect est livré chez Percy Wood, président de United Airlines.
Il s'en tire avec de nombreuses coupures, ainsi que des brûlures sur tout le corps. À partir de 80, on sait qu'on a affaire à une seule personne. Le FBI a donc mis en place un groupe de travail en collaboration avec l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, et le service d'inspection de la Poste, puisque certaines bombes avaient été expédiées. L'enquête porte le nom de code Unabomber. Unabombe, c'est un nom formé à partir des mots université, compagnie aérienne et bombe, parce que ça correspondait aux cibles de ces 4 premiers attentats. Faute d'indices, l'enquête piétine. Les engins fabriqués par Unabomber étant relativement rudimentaires, il est d'autant plus difficile de remonter jusqu'à leur source. On avait assez peu d'indices, et les éléments sur lesquels on travaillait, c'était des allumettes, des bouts de bois, des clous, le genre de choses qu'on peut trouver dans n'importe quelle quincaillerie. Au début, on se disait qu'il devait faire le tour des casses pour assembler ces bombes parce qu'il les fabriquait de A à Z. Il n'achetait aucun des éléments dont il avait besoin, même pas le métal. S'il lui fallait du chrome, par exemple, il se servait sur des épaves de voitures. Il récupérait du bois. Dans ce genre d'affaires, d'attentats à la bombe, chaque indice est primordial parce que ça nous permet de comprendre le fonctionnement de l'appareil. On regarde notamment s'il y a un système de circuit. Mais dans ce cas précis, il se trouve qu'il concevait lui-même les circuits et il n'utilisait pas de minuteur, contrairement à la plupart des terroristes. Il prenait le temps d'assembler tout un mécanisme. Ça a considérablement ralenti le travail des enquêteurs. Il construisait lui-même les interrupteurs avec du bois de carrier. Et il enlevait le film plastique autour des piles pour qu'on ne puisse pas retrouver l'endroit où il les avait achetés. On ne disposait d'aucun indice qui aurait pu nous diriger vers un fabricant ou un vendeur en particulier. Aucune facture, bon de commande ou autre document qui puisse nous donner un nom. On ne pouvait rien tirer de ces engins. Mais à mesure que les attentats se poursuivent, les bombes sont de plus en plus élaborées et de plus en plus destructrices. Mai 1982. Une bombe artisanale envoyée au responsable du département informatique de l'université Vanderbilt de Nashville blesse grièvement sa secrétaire. S'ensuivent pour la jeune femme de graves brûlures aux mains, ainsi que de nombreuses entailles au corps causées par les éclats. 2 mois plus tard, le professeur d'ingénierie Diogenes Angelakos de l'université de Californie à Berkeley ouvre un colis qui explose instantanément. Il souffrira de blessures similaires. Quand on cherche à arrêter un tueur en série, on s'intéresse à ce qu'on appelle la victimologie. On essaie de déterminer le point commun entre les victimes et le suspect, c'est-à-dire la personne qui posait les bombes dans ce cas précis. Ça peut être une connaissance commune, une collègue de travail ou qui que ce soit d'autre. Dans cette affaire, les personnes visées au cours de toutes ces années n'avaient strictement aucun lien entre elles. On a vérifié si elles avaient fréquenté les mêmes universités ou si elles s'étaient disputées avec quelqu'un. On a cherché les similitudes entre toutes les victimes. C'était très difficile parce que nous avions plusieurs centaines de suspects. Pendant les 2 années qui vont suivre, plus rien. Puis, le 15 mai 1985, John E. Hauser, un étudiant en ingénierie qui tente de devenir astronaute, frôle la mort après avoir récupéré un colis laissé dans une salle informatique du campus de Berkeley. And exploded, blew my arm off to the side like this, and the first thing I thought was, why did they do that? 6 mois plus tard, un colis adressé au domicile d'un professeur de psychologie de l'Université du Michigan explose au moment où l'assistant de recherche Niklaus Swinow l'ouvre. Il sera brûlé et blessé par les éclats, tandis que l'enseignant subira une légère perte d'audition. 1 mois plus tard, le 11 décembre 1985, Unabomber fait sa première victime avec sa 11e bombe. Hugh Croton, propriétaire d'un magasin de location d'ordinateurs, est tué en ramassant ce qui semble être un simple bout de bois. Des morceaux de métal lui transpercent le cœur et lui arrachent la main droite. Cette bombe contient un indice qui va devenir la marque de fabrique de Unabomber. Une plaque de métal gravée des lettres FC. L'inscription FC était l'un des seuls moyens dont nous disposions pour relier avec certitude les attentats entre eux.
Au fil des ans, c'est devenu le signe distinctif d'une bombe estampillée, Unabomber. Mais cette signature ne livre aucune information sur l'identité du terroriste. On ignore d'ailleurs toujours s'il agit seul. Une des principales questions que l'on s'est posées au cours de cette enquête, c'était de savoir si c'était un loup solitaire ou un groupuscule. Pendant assez longtemps, rien ne nous a permis de trancher dans un sens ou dans l'autre. Le 20 février 1987, l'enquête progresse enfin avec l'attentat contre Gary White. Une de mes employés a vu cette personne poser la bombe sur le parking environ 25 minutes avant que j'arrive. Il l'a regardé d'un air impassible, il a sorti l'engin de son sac, il l'a posé, et ensuite il s'est levé, et il est reparti, tout tranquillement. Ce portrait robot désormais célèbre sera dressé à partir de la description de l'employé. On y voit un homme blanc portant des lunettes d'aviateur et un pull à capuche. Depuis toutes ces années, c'était la première fois que quelqu'un pouvait dire à quoi ressemblait Unabomber. Pourtant, il faudra encore attendre 9 ans avant de l'identifier. Et la vérité dépassera de très loin ce que quiconque aurait pu imaginer. Après 12 attentats en 9 ans, le FBI a enfin obtenu une description physique du mystérieux Unabomber. Mais son profil psychologique est difficile à déterminer. La police suppose qu'il peut s'agir d'un étudiant de moins de 20 ans. On imagine également un cadre supérieur vivant avec sa mère. Mais ces hypothèses sont très éloignées de la réalité. Unabomber s'avère être un brillant mathématicien âgé d'une quarantaine d'années qui a laissé tomber une carrière universitaire prometteuse pour vivre isolé dans cette cabane au fin fond du Montana. Son nom, Ted Kaczynski. Il était très intelligent, mais il ne s'était pas adapté à la société. Rétrospectivement, je pense qu'on peut envisager qu'il était atteint du syndrome d'Asperger, ce qui signifie qu'il avait du mal à discerner les émotions des autres. Theodore, dit Ted Kaczynski, est né le 22 mai 1942 dans une famille modeste de Chicago. L'aîné de cette famille de 2 enfants aura un parcours scolaire sans faute. Alors qu'il est âgé de 10 ans, on repère chez lui des facultés intellectuelles hors du commun avec un QI de 167. Comme il était surdoué, on lui a fait sauter 2 classes. Mais il a eu encore plus de mal à s'adapter, parce qu'il s'est retrouvé avec des élèves qui avaient 2 ans de plus que lui. Au lycée, le jeune génie timide jette son dévolu sur une université prestigieuse, Harvard. Il n'avait que 16 ans quand il est entré à Harvard. Il avait des origines très humbles. Il est arrivé dans un environnement profondément élitiste. Et il ne s'est jamais intégré nulle part. Ça s'est très mal passé. Là-bas, Kaczynski fait partie des 22 volontaires choisis pour mener une étude de personnalité sur des étudiants de premier cycle surdoués. Il s'agirait en réalité d'un programme confidentiel mis en place par la CIA et les services secrets de l'armée, ce que les participants ignorent totalement. Il leur faisait passer des entretiens au cours desquels ils étaient face à une personne qui les ridiculisait sans aucune pitié. Déjà, qu'en temps normal, ça doit être dur à supporter, alors imaginez pour un jeune homme qui a toutes les peines du monde à trouver sa place dans la société. Certains spécialistes penseront plus tard que ces expériences ont peut-être été à l'origine des troubles émotionnels de Kaczynski. Ils ont pris comme sujet un jeune homme extrêmement vulnérable et ils ont profité de lui. Ils l'ont très maltraité. Ils ont joué avec son cerveau. Kaczynski sort diplômé de Harvard en 1962. Il s'inscrit ensuite à l'Université du Michigan à Ann Arbor où il obtiendra son doctorat en mathématiques à l'âge de 24 ans. En 1967, il devient maître de conférences à l'Université de Berkeley. Il enseigne le calcul et la géométrie à des étudiants de licence. C'est le plus jeune professeur à avoir jamais été engagé dans cet établissement. Mais il n'est pas très populaire. Il n'avait pas de bonnes évaluations quand il était professeur à Berkeley. Il ne s'intéressait pas du tout à ses étudiants. Il les regardait de haut parce qu'il se sentait beaucoup plus intelligent qu'eux. Au cours de cette époque, Kaczynski perd le peu d'illusions qui lui restaient sur la société. C'est quelqu'un de profondément perturbé. Si on n'arrive déjà pas à supporter la société telle qu'elle est, et les gens tels qu'ils sont, comment voulez-vous vous en sortir dans une société en pleine évolution ?
C'est à Ann Arbor qu'il a commencé à rêver de tuer les gens qu'il considérait comme des instruments de la société industrielle. Et quand il est arrivé à Berkeley, il savait déjà ce qu'il allait faire. Travailler pendant quelques années, le temps de mettre de l'argent de côté et ensuite seulement se retrancher dans les bois à l'écart des hommes. En 1969, il démissionne soudainement. Il achètera par la suite des terres dans une zone rurale à proximité de Lincoln, dans le Montana. Il y construira lui-même cette cabane de 3 mètres sur 4, sans électricité ni eau courante. Mais il apprendra rapidement que même en pleine nature, il n'aura jamais la tranquillité à laquelle il aspire. Ça le rendait furieux d'entendre le bruit des scooters des neiges alors qu'il était au beau milieu de nulle part. Et il détestait aussi voir des avions survoler sa maison. Il prenait son calibre 22 et il essayait d'abattre un avion qui volait à 12 000 mètres au-dessus de lui. Il ne supportait pas de ne pas pouvoir échapper à la technologie moderne. Je pense que c'est ce genre de choses qui l'ont conduit à vouloir se venger de cette société qui ne voulait pas le laisser vivre en paix. Monsieur Kaczynski n'avait pas trouvé sa place dans la société. Et à partir du moment où il a décidé de tuer des gens, il y a consacré toutes ses capacités intellectuelles. Kaczynski démarre sa campagne d'attentats en 1978. Ses premières bombes sont rudimentaires et ne produisent pas les effets escomptés. Mais l'expérience aidant, elles vont devenir de plus en plus efficaces. Il note méticuleusement tout ce qu'il fait et suit ses propres exploits dans les journaux, montant petit à petit un dossier à faire froid dans le dos et qui dresse le portrait d'un meurtrier obsessionnel. À propos de sa première bombe, posée à l'université Northwestern, il écrit « J'espérais qu'un étudiant la ramasserait et que ça lui arracherait les mains, ou que ça le tuerait. Quand sa deuxième bombe ne cause que de légers dégâts, voilà ce qu'il écrit. Je pensais que la victime perdrait la vue, se ferait arracher les mains ou serait estropiée à vie. Si seulement je pouvais me procurer de la dynamite. » Quand on lit ce qu'il a écrit pendant toutes ces années, on comprend clairement qu'il avait pour ambition de tuer un scientifique ou un homme d'affaires. Il aurait aussi aimé éliminer un membre du gouvernement ou un communiste. Il se désole encore après l'attentat de 1982 qui blesse une secrétaire de l'université Vanderbilt. Rien n'indique qu'elle sera handicapée à vie. Je ne semble pas capable de fabriquer une bombe mortelle. C'est très frustrant. Quand il parvient finalement à tuer Hugh Scruton, le propriétaire d'un magasin de location d'ordinateurs, Kaczynski jubile. Excellent. C'est une façon humaine d'éliminer quelqu'un. Il n'a probablement rien senti. Cela fait désormais 9 ans que Una Bomber sème le chaos. Jusque-là, il a coupé l'herbe sous le pied de la police en utilisant des méthodes rudimentaires et en se faisant particulièrement discret. Même après s'être fait repérer sur un parking de Salt Lake City en 1987, il s'évanouit dans la nature. Après cet attentat, suite auquel on a fait circuler son portrait robot en 87, il a disparu pendant 6 ans. Il aurait pu être en prison ou avoir des problèmes de santé. Il ne faut pas oublier que depuis 1978, c'était la première fois que quelqu'un l'avait vu en train de poser une bombe. Donc on pouvait imaginer qu'il avait peur d'être capturé. De 87 à 93, Una Bomber n'a pas fait parler de lui. On le croyait mort, mais en fait, il était en train d'apprendre à fabriquer des bombes plus efficaces. Il n'a refait surface qu'en juin 93. Il a envoyé une lettre au New York Times dans laquelle il prétendait faire partie du groupe terroriste FC. Il ajoutait qu'il les contacterait ultérieurement pour faire diffuser ses messages. Les lettres FC semblent signifier en anglais « Club de la Liberté ». Theodore Kaczynski prétend faire partie d'une organisation pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. Les prochains attentats seront désormais revendiqués par le FC. Ce même mois, Una Bomber repasse à l'offensive. Package bomb blew as Dr. Charles Epstein opened his mail at his home late Tuesday. Charles Epstein est un généticien réputé de l'Université de Californie à San Francisco. Epstein is recovering from 4 hours of surgery to his hands, arm and face. Pour Gary White, une de ses anciennes victimes, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Je suis revenu chez moi après le travail et en regardant les infos, j'ai su qu'il était de retour. Ça m'a fait un choc, ça m'a vraiment bouleversé.
2 jours plus tard, à 5000 km de là, une nouvelle bombe arrive dans le bureau de David Gelernter, professeur en sciences de l'informatique à l'université de Yale. I just heard a very loud explosion, and then we heard a man screaming. Il en réchappera malgré de graves blessures. Why would anyone want to blow up a professor who specializes in the languages used to program computers? Una Bomber sévit à nouveau et les enquêteurs ne sont pas plus près de l'arrêter qu'à ses débuts, il y a 15 ans. Una Bomber faisait des efforts considérables pour laisser des indices qui nous feraient partir dans de mauvaises directions. Il avait toutes sortes d'astuces. L'adresse de l'envoyeur sur ses colis correspondait à de vraies personnes. Il inscrivait leur vrai nom avec l'adresse exacte de leur domicile ou de leur lieu de travail. Parfois, c'était des endroits qui existaient, mais l'adresse était fausse. Or, on ne retrouvait pas l'entreprise en question là où elle était censée se trouver. Et il faisait aussi en sorte de narguer le FBI. Par exemple, sur une des lettres qu'il a expédiées, l'adresse était « Croisement nord-ouest de la 9e rue et de Pennsylvania Avenue, Washington », ce qui nous emmène au building J. Edgar Hoover qui abrite le siège du FBI. Dans une de ses lettres, il disait que les agents du FBI étaient des amateurs et qu'ils n'étaient pas près de l'arrêter. Pour l'instant, le FBI ne sait rien de l'identité d'Una Bomber ou du lieu où il se cache. Ted Kaczynski fait particulièrement attention à ne laisser aucun indice derrière lui. Quand il avait fini de fabriquer un de ces engins, il le limait complètement pour être certain qu'il n'y avait aucune empreinte digitale dessus. C'était une véritable obsession chez lui. Il sème également de faux indices pour tromper les enquêteurs. Il est allé à la gare routière de Missoula, dans le Montana. Il a récupéré des cheveux au sol. Et il les a déposés entre les couches de scotch de plusieurs de ses bombes. Il espérait qu'on récupérerait ses cheveux sur les futures scènes de crime et qu'on penserait qu'ils lui appartenaient. Quand il sortait récupérer divers éléments pour fabriquer ses bombes, il portait toujours un déguisement. Il se mettait du coton dans le nez pour agrandir ses narines. Il portait aussi une fausse moustache. Pendant les 18 mois qui suivent, plus aucun attentat. Puis, le 10 décembre 1994, Una Bomber tue pour la 2e fois. The latest victim was advertising executive Thomas Mosser. In all, 16 bombs in 17 years at locations all over the United States. Thomas Mosser est tué par un colis piégé qu'il reçoit chez lui, à North Caldwell, dans le New Jersey. S'il l'a choisi comme cible, c'est parce qu'il croyait à tort que celui-ci avait aidé la société Exxon à redorer son blason après la marée noire de l'Exxon Valdez. Un peu plus de 3 mois après, les actes terroristes d'Una Bomber sont éclipsés par un événement qui marquera à jamais les esprits. Le matin du 19 avril, on a appris qu'il y avait eu un attentat à la bombe à Oklahoma City. On s'est concentré là-dessus au maximum parce que tout le monde allait se demander si c'était l'œuvre du Una Bomber. Mais on a vite abandonné cette piste parce qu'on avait affaire à 2 types d'attentats totalement différents. D'un côté, on ciblait des personnes précises. De l'autre, on voulait tuer le plus grand nombre. Les soupçons se portant sur Una Bomber sont rapidement écartés suite à l'arrestation de Timothy McVeigh 2 jours après l'explosion. Ted Kaczynski a d'autres projets en tête et il a son propre calendrier. Quand l'attentat d'Oklahoma City a eu lieu, Theodore Kaczynski se trouvait déjà à bord d'un bus. Il s'apprêtait à envoyer un colis à sa prochaine victime. Le 24 avril, 5 jours seulement après le drame d'Oklahoma City, un colis piégé tue Gilbert Murray, président de l'association de sylviculture de Californie, un lobby de l'industrie du bois. L'ancêtre de ce groupe avait déjà été attaqué par des écologistes extrémistes. La bombe qui a été expédiée à l'association de sylviculture était en fait destinée au prédécesseur de M. Murray, William Dennison, mais il avait pris sa retraite. Una Bomber était très fier de lui. Ça ne l'a pas dérangé une seule seconde de s'être trompé de personne. Selon lui, il nuisait tout autant l'un que l'autre à l'environnement, donc ce n'était pas grave.
Je me suis très souvent rendue sur des sites d'attentats à la bombe au cours de ma carrière. Et le dernier que j'ai vu à Sacramento était probablement un des plus atroces. En général, ce sont les éclats qui mutilent ou tuent les victimes. Il a eu recours à des clous, des agrafes et des vis, des armes antipersonnelles. Il cherchait clairement à les tuer ou à les estropier. Quand on se rend sur ces scènes de crime, qu'on constate l'étendue des dégâts et qu'ensuite on lit ce qu'il écrivait à propos de ces attentats, ça fait froid dans le dos. C'est effrayant d'imaginer que quelqu'un puisse penser comme cela et agir d'une telle façon. Cela fait alors près de 17 ans que Una Bomber échappe aux forces de l'ordre. Les criminels qui agissent seuls sont toujours très difficiles à capturer. Una Bomber avait le profil type du loup solitaire. Il se définissait comme un handicapé social. Et il faut noter qu'il n'avait pas peur qu'une de ses bombes lui explose entre les mains. Ce qui est ironique quand on pense à quel point il était opposé à la technologie. Theodore Kaczynski était unique en son genre. Ces bombes devenant de plus en plus destructrices, Kaczynski est parvenu à faire une troisième victime. Et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste solide. Cependant, après la mort de Gilbert Murray, président de l'association de sylviculture de Californie, l'affaire va prendre un nouveau tournant. Quelques jours plus tard, Una Bomber a envoyé des lettres à différentes personnes. Il revendiquait l'attentat contre Murray. Et il déclarait aussi que le groupe terroriste FC allait prochainement leur faire parvenir un manifeste. Il voulait que le New York Times ou le Washington Post le publient. S'ils accédaient à cette demande, le groupe FC s'engageait à ne plus commettre d'actes terroristes. 2 mois plus tard, Una Bomber envoie un manuscrit de 35 000 mots au New York Times, au Washington Post et à Bob Guccione du magazine Penthouse parmi d'autres. Intitulé La société industrielle et son avenir, l'ouvrage se répandra sous le nom de manifeste d'Una Bomber. Beaucoup de personnes estimaient que ce manifeste était un leurre. Quelques agents sont venus me voir pour me dire qu'on perdait trop de temps à analyser ce texte et qu'on ferait mieux de s'intéresser aux preuves et aux faits. La plupart des membres du FBI ne l'ont pas lu. Et ceux qui l'avaient fait racontaient que c'était complètement délirant. Les médias et le FBI se trouvent donc face à un dilemme. La publication du manifeste pourrait être vue comme une victoire des terroristes. On voulait à tout prix éviter de céder face aux revendications d'un terroriste. Si on commençait à faire ça, tout le monde s'en donnerait à cœur joie. On ne savait pas quoi faire. Janet Reno, le ministre de la Justice, a demandé à nous voir. On lui a dit qu'il fallait publier ce texte parce qu'il y avait probablement quelqu'un qui avait déjà entendu ce discours et qui reconnaîtrait son auteur. Le 19 septembre 1995, le Washington Post publie donc le fameux manifeste. Une fois que c'est sorti dans la presse, on a reçu près de 55 000 appels. Des femmes qui dénonçaient leur mari, des filles qui accusaient leurs copains. Des gens de tous horizons nous faisaient parvenir des extraits de textes. Parmi ces milliers d'individus pensant reconnaître le style du meurtrier, une femme, Linda Patrick. Elle est mariée à David Kaczynski, le frère de Ted. La femme de David Kaczynski était en congé sabbatique à Paris quand elle a lu quelques extraits du manifeste. Elle a reconnu ces expressions parce que David lui avait montré des lettres de Ted et lui avait parlé de ses sources d'inquiétude. I think it's partly that the voice in the manifesto is a Chicago voice. Phrases or just the grammar, perhaps. Les frères Kaczynski ne se voient plus depuis des années. En lisant le texte, David doit faire face à une bien triste réalité. David a reconnu des formulations typiques de son frère dans le manifeste. Ce qui l'avait vraiment interpellé, c'est l'expression « logicien imperturbable ». Il s'est dit que ça sortait tout droit de la bouche de Ted. Chaque paragraphe correspondait à la façon de voir les choses de Ted. Ils se sont sentis obligés de faire quelque chose. David Kaczynski contacte le FBI par le biais d'un avocat. Il leur soumet une copie d'un essai que Ted a rédigé en 1971 afin qu'il le compare au manifeste.
Dès le 3e paragraphe, j'en avais le cœur net. Mes poils se sont dressés sur ma nuque. Ce texte de 1971 était similaire par bien des aspects au manifeste. Mais David avait peur que les forces de l'ordre aillent appréhender Ted Kaczynski. Il redoutait qu'ils prennent d'assaut la cabane et que Ted soit tué au cours de l'opération. Il voulait éviter la violence. Il ne voulait pas qu'il y ait d'autres morts. Les renseignements fournis par David mènent la police à la cabane de Ted dans le Montana. Celle-ci est placée sous surveillance. Le FBI agit avec prudence afin de s'assurer que les preuves collectées seront recevables par un tribunal. Mais il faut faire vite. Depuis le début des attentats, c'était la première fois qu'on était aussi proche d'arrêter le coupable. Tout le monde travaillait dans l'urgence. On avait très peur qu'il aille prendre un bus pour aller poster une autre bombe pendant qu'on était encore en train de se mettre en place. Tandis que le groupe d'intervention s'apprête à passer à l'action, la nouvelle fuite dans les médias. L'opération est en danger. Dan Rather a appelé Louis Freeh, le directeur du FBI, pour lui dire qu'il savait que le suspect de l'affaire Unabomber était un homme qui vivait dans une cabane dans le Montana. Louis lui a demandé d'attendre 24 heures. La chaîne CBS a confié au directeur du FBI qu'ils avaient prévu de divulguer cette information le soir même, mais ils ont accepté d'attendre tant que leurs concurrents ne seraient pas au courant. Le compte à rebours est lancé. La police encercle la cabane de Kaczynski. La nouvelle est finalement diffusée, mais le FBI est parvenu à imposer ses conditions. A few hours ago, U.S. law enforcement agents took into custody a Montana man suspected of being the mysterious Unabomber. 2 avril 1996. Tandis que le groupe d'enquête se démène pour obtenir un mandat de perquisition pour la cabane de Ted Kaczynski, des dizaines d'agents déferlent à Lincoln, dans le Montana. Le 2 avril, entre midi et minuit, on a fait venir environ 150 personnes de San Francisco au Montana par les 2 derniers vols. On a mis tout le monde en place. On a demandé à quelques membres de notre groupe d'intervention de couper des arbres pour que Kaczynski ne puisse pas s'enfuir. S'il n'y avait pas de preuves dans la cabane, on retournait au point de départ. Le lendemain matin, les agents sont prêts à intervenir. Grâce à la collaboration d'un sylviculteur, Kaczynski sort de lui-même de sa cabane, puis est arrêté sans incident. Après 16 attentats ayant fait 26 victimes sur près de 18 années, la traque d'Unabomber est enfin terminée. Theodore Kaczynski était convaincu que la police ne trouverait jamais sa cabane dans le Montana. Heureusement pour nous, parce que sinon, il l'aurait piégé. Les enquêteurs commencent prudemment à fouiller la cabane. Il y avait une odeur désagréable à l'intérieur. Il s'était creusé une espèce de salle de bain dans le plancher. Il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait pas d'électricité. Theodore Kaczynski sentait aussi très mauvais. Sa dernière douche devait remonter à très longtemps, sûrement à la dernière fois qu'il avait été posé une bombe. Il n'y avait aucun endroit où se laver chez lui. C'était loin d'être un hôtel 4 étoiles. À l'intérieur de cette structure de 3 mètres sur 4, les preuves ne manquent pas. C'était une vraie usine à bombes. Il y avait toutes sortes de récipients dans lesquels on a trouvé des éléments de bombes artisanales. Dans l'un d'entre eux, il y avait des interrupteurs en carrier, du genre de ceux qu'on avait trouvés sur des scènes de crime. Il y avait d'autres récipients sur lesquels étaient inscrits des formules. On a appris plus tard que c'était des mélanges qu'il avait testés. On a aussi découvert tout un tas de cahiers qui contenaient plus de 30 000 pages de notes manuscrites. Il a tenu un journal au cours de toutes les années qu'il a passées dans sa cabane. Il notait scrupuleusement tout ce qu'il faisait, toutes ses expériences de fabrication de bombes. Mais il ne nous a pas facilité la tâche, parce que plusieurs centaines de ces pages étaient écrites en code mathématique. Quand on les a envoyés au laboratoire du FBI, ils nous ont dit que ce code était probablement le plus complexe qu'ils avaient eu à déchiffrer depuis ceux du KGB au temps de la guerre froide. Au cours de leur inspection, les enquêteurs constatent que Kaczynski n'avait en aucun cas décidé de mettre fin à ses agissements terroristes. On a trouvé un engin explosif sous sa couchette. Comme on l'avait supposé,
Il n'avait pas l'intention de tenir la promesse qu'il avait faite de ne plus commettre d'attentat. Cette bombe était prête. Il ne manquait plus que l'adresse et le timbre pour l'envoyer. Un grand jury fédéral inculpe Ted Kaczynski de plusieurs chefs d'accusation pour avoir illégalement transporté, envoyé et fait usage de bombes. L'État réclamera la peine de mort pour les meurtres de Hugh Scruton, Thomas Mosser et Gilbert Murray. Face aux preuves irréfutables reliant leurs clients aux crimes commis par Unabomber, les avocats commis d'office de Kaczynski tentent de plaider la démence afin qu'il ne soit pas exécuté. Mais l'accusé s'y oppose catégoriquement. Il ne fait pas confiance aux psychiatres. Il les trouve manipulateurs. Et il est très fier de ses facultés de penser rationnellement. Déclarer qu'il était atteint d'un quelconque problème psychologique, ça aurait été attaquer le plus profond de son être. M. Kaczynski refusait absolument qu'on le traite de malade mental. En premier lieu, parce qu'il ne pensait pas l'être. Et en second lieu, parce qu'il ne souhaitait pas que sa vision du monde soit déconsidérée et vue par le grand public comme les élucubrations d'un fou. Il préférait être condamné à la peine de mort plutôt que d'être étiqueté malade mental. Peu de temps avant le début du procès, Kaczynski essaie de se débarrasser de ses avocats. Le juge a refusé. Il n'a pas accepté qu'il prenne d'autres avocats parce qu'il leur aurait fallu au moins 3 mois pour prendre connaissance du dossier. Le jury était déjà constitué, il avait fait venir des témoins de tout le pays, les victimes étaient là. Kaczynski a répondu qu'il prendrait lui-même sa défense dans ce cas-là parce que lui n'avait pas besoin de 3 mois pour prendre connaissance du dossier. Mais le juge a dit qu'il ne le permettrait pas. Cette nuit-là, Kaczynski a essayé de se pendre dans sa cellule avec ses sous-vêtements. Cette tentative de suicide, combinée à d'autres facteurs, conduit le juge à ordonner un examen psychiatrique médico-légal qui sera effectué par Sally Johnson. Celle-ci établit un diagnostic de schizophrénie paranoïde, mais elle déclare qu'il est apte à être jugé. Les experts de la défense ainsi que Sally Johnson, qui n'avait pas de parti pris dans cette affaire, ont conclu qu'il était psychotique. Ce diagnostic qu'elle a livré a incité l'État à proposer à Kaczynski de plaider coupable, en échange de quoi il échappait à la peine de mort. Il y avait 2 possibilités. Soit il accepte leur offre, soit on allait au procès, et c'est ce qu'on estimait devoir faire. On pensait présenter des preuves de son état mental. Mais c'était tellement insupportable pour lui qu'il préférait plaider coupable. En janvier 1998, Kaczynski accepte de plaider coupable. Il est condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il aurait accepté la peine de mort plutôt que de renier ses positions. Mais quand on lui a proposé de reconnaître sa culpabilité pour échapper à l'exécution, il a dit oui. Le 22 janvier 1998, Theodore Kaczynski, plus connu sous le nom de Unabomber, est condamné à passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Au cours du verdict, certaines de ses victimes sont autorisées à s'adresser à lui. Je n'ai lu aucun signe de remords ou de culpabilité sur son visage. Je n'ai constaté que de la surprise quand je lui ai dit que je lui pardonnais. À ce moment-là, j'ai senti qu'il était sous mon emprise. En tant qu'Américain ayant été désigné terroriste par le FBI, Ted Kaczynski est actuellement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire de haute sécurité du comté de Fremont, dans le Colorado. D'une certaine façon, il se sent probablement beaucoup mieux dans cet environnement très structuré qu'en pleine nature dans le Montana. Et comme il a toujours eu du mal à créer des liens avec les gens, il souffre sûrement moins de l'isolement que ce que l'on pourrait imaginer. La cabane de Kaczynski constituant une preuve à charge, elle sera saisie et déplacée. Elle est actuellement exposée au Muséum de Washington. Le 10 août 2006, le juge Garland Burrell Jr. ordonne une vente aux enchères des objets personnels du coupable, dont les profits iront aux victimes. Plus de 230 000 $ seront récoltés. David, le frère de Ted Kaczynski, recevra la récompense d'1 million de dollars pour avoir facilité la capture d'Unabomber. Après avoir payé ses frais de justice, il distribuera la somme restante aux familles des victimes de son frère.
Il a dit qu'il aurait bien voulu avoir le sang de son frère sur les mains s'il avait été exécuté, mais pas celui de personnes innocentes. Après le procès, Gary White et David Kaczynski sont devenus des amis proches. Ils ont donné de nombreuses conférences communes. On évoque des sujets tels que la justice sociale, la guérison, le pardon. Les gens sont toujours très surpris de voir qu'on est amis. David Kaczynski ne souhaite plus s'exprimer sur les crimes de son frère. Il est actuellement directeur d'un monastère tibétain dans le nord de l'État de New York. Les bombes de Kaczynski ont causé la mort de 3 personnes. 23 autres ont été blessés et parfois gravement mutilés. Pourtant, les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer comment il choisissait ses victimes. On ne pourra jamais vraiment comprendre pourquoi il a fait cela, pourquoi il a choisi ses victimes de façon tellement aléatoire. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir? C'est inenvisageable pour des gens comme vous et moi. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu un avant et un après Ted Kaczynski, comme avec Timothy McVeigh. Quand on se rend dans un bâtiment de l'administration fédérale ou dans un bureau de poste, on s'attend à être en sécurité. D'ailleurs, vous remarquerez que les services postaux ont modifié leurs règlements concernant l'envoi des colis et des lettres, à cause de Ted Kaczynski. Effectivement, pour plus de sécurité, les colis pesant plus de 370 grammes ne peuvent plus être déposés dans une boîte aux lettres. Ils doivent désormais être remis par l'expéditeur dans un bureau de poste. Mais au-delà de ces mesures, la campagne de terreur de Kaczynski aura surtout laissé des traces sur les victimes. Dans les années qui ont suivi les attentats, 4 d'entre elles sont décédées de causes naturelles. Et les survivants en portent encore les séquelles tant physiques qu'émotionnelles. On n'est plus jamais le même après ça. C'est une chose qu'on finit par accepter. On ne peut pas tourner la page. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Votre vie change et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous avez le choix entre l'amertume, la colère ou le bonheur. Il n'y a pas d'autre choix. Certaines des personnes traumatisées par Ted Kaczynski sont parvenues à aller de l'avant. Mais il semblerait que leur bourreau n'ait jamais évolué. Ted Kaczynski n'a jamais exprimé des remords, de la compassion, des regrets ou quoi que ce soit d'autre envers ses victimes. Ils n'étaient rien d'autre que des soldats de la société technologique pour lui. Il avait un but supérieur et ces personnes n'avaient pas la moindre importance à ses yeux.